Voilà, blocage dans la désignation des animateurs de la CENI. À qui incombe cette responsabilité? Fofana Poy, expert électoral et aussi analyste, bienvenue. Merci. Voilà, nous sommes bloqués, le processus est grippé, le processus des désignations des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. À qui incombe cette responsabilité? Les politiques ou les confessions religieuses? Merci Jean-David pour m'associer, pour inviter, comme invité pour intervenir sur cette question assez délicate du blocage de la désignation des nouveaux animateurs de la CENI. Cette question, on ne doit pas l'aborder à brut comme ça pour désigner les responsables, mais il faut voir d'abord le processus électoral dans son ensemble qui certainement a connu du retard. Et le retard n'a pas commencé aujourd'hui. Il s'est d'abord s'agi du rapport, d'analyser le rapport général de la CENI pour le processus, le cycle électoral de 2018. Et vous savez que l'ancien bureau de l'Assemblée nationale n'a pas examiné dans le délai, ça a pris du temps. Le processus de désignation a commencé, l'épilogue du collègue Ronsard Malonda, que vous connaissez, qui finalement a été... que vous n'avez pas soutenu du tout. Et qu'un certain temps, c'est que les politiques ont voulu politiser cette affaire, c'est là où on est aujourd'hui. Nous n'avons pas compétence de soutenir. L'organe qui est habilité à désigner les animateurs, c'est les confessions religieuses et avec la nouvelle loi organique et la commission paritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, tu as parlé de responsabilité. D'emblée, il faut d'abord dire que nous, analystes ou experts, nous savons qu'en République démocratique du Congo, il faut un minimum de 3 années pour organiser de bonnes élections. 3 années. 3 ans. Ça, c'est le minimum. Si on tient compte du chemin critique, il faut au minimum 3 ans. Le retard a commencé, d'abord avec la désignation ratée de la fois passée. Le processus de réforme de la loi organique de la CENI a pris beaucoup de temps. Ça a encore pris du retard. Et maintenant, là, nous sommes revenus à la désignation des animateurs et il y a blocage. Effectivement, il y a blocage puisque nous observons la bipolarisation de confessions en groupe de 6 et en groupe de 2. Et finalement, il y a 2 PV qui ont atterri à l'Assemblée. Un PV qui désigne un président et un membre de la plénière. Et de l'autre bord, un PV de toutes les 8 confessions religieuses qui constatent le non-consensus. Moi, je voudrais revenir à l'esprit du législateur. C'est depuis 2003 que le législateur a estimé qu'il fallait confier la tâche de désignation du président de la CENI aux confessions religieuses. Rentrons dans l'esprit de cette loi. C'est-à-dire que le législateur a jugé opportun que dans la société, quand tout va mal, les derniers remparts, ce sont les princes de l'Église. C'est pourquoi on leur a confié cette délicate mission de désigner le président de la CENI. Et pour aller plus loin, dans mon entendement, c'était pour dire que nous sommes de politique. À l'époque, il y avait les composantes et les entités. Après, il y a eu la majorité et l'opposition. Et nous voudrions que vous, qui êtes encore moral, qui êtes encore le dernier ressort moral de la société, vous nous arbitrez en nous donnant quelqu'un. Et le premier président à être désigné, c'était l'abbé Apollinaire Malou, paix à son âme. Et il a été désigné, il a travaillé avec... avec tout ce qu'il y a eu comme réalité. Moi, je suis technicien, je vous dis que ce sont les élections pour lesquelles 99,9% des observateurs nationaux et internationaux ont dit que c'était de bonnes élections. Parce que ces élections, en fait, c'était des élections sous tutelle.
hein, l'abbé Malmal a organisé les élections, c'était pour donner des capacités, hein, former une masse critique des experts nationaux pour qu'à la longue, ils prennent la relève. Effectivement, en 2018, nous avons organisé les élections sans l'appui de l'assistance électorale internationale. Donc, les élections de 2006, même déjà à cette époque, au niveau de la plateforme confession religieuse, il n'y avait pas un consensus. Ni en 2011, ni en 2018. Donc, au niveau de la plateforme confession religieuse, il n'y a jamais eu un consensus sur cette question. Un non-consensus. Bon, c'est un peu dommage, mais je crois que nous ne devons pas envenimer la situation. Moi, je suis homme d'église, j'ai confiance au père de l'église, au prince de l'église, qui est... vous savez, aujourd'hui, vous ne voyez pas que si on en est, on est arrivé ici, c'est à cause des pères de l'église. Ils n'ont pas entériné ou ils n'ont pas accepté Ronsa Malonda. Aujourd'hui, ce même père de l'église revient toujours aux mêmes faits, c'est-à-dire aux mêmes effets. C'est-à-dire, en 2020, ils ont refusé Ronsa Malonda. Aujourd'hui, en 2021, c'est Kadima ainsi que Cyril et Botoko. C'est que ce sont eux qui sont en train de gripper la machine. Si moi, ils auraient pu peut-être choisir Ronsa Malonda, ne devait pas arriver là où on est aujourd'hui. Bon, nous ne revenons pas au passé puisque le dossier a évolué. Nous sommes à un épisode qu'on pourrait dire Malonda bis, puisque ce sont presque le même scénario. Hein? Mais moi, je vois plus sur la question, quelles sont les conséquences de ces blocages. Les premières conséquences, nous risquons un glissement. 2023. En 2023. Parce que pour organiser les élections, derrière les rideaux, il faut voir tout un grand travail, toute une machinerie, toute une ingénierie électorale qui doit se mettre en branle. Parce qu'en 2023, si jamais il y aura élection, nous serons pas moins de 100 000 bureaux de vote qu'il faudra équiper en matériel, en personnel. Il faudra, on pourra s'attendre peut-être à 25 à 30 000 candidatures, hein, qu'il faut au niveau des BRTC enregistrer. Et les machines à voter qu'on a utilisées, il a fallu le conserver en bon état, il fallait charger les batteries avec le manque de frais de fonctionnement. Tout cela ne se fait pas. Il fallait maintenir le serveur du Centre national de traitement en permanence en marche. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'il y ait glissement. Et nous ne devons pas être toujours là en train de glisser parce que même avec ce blocage, le bureau du président Nanga glisse depuis juin 2019. Ça fait plus de 2 ans. Ils continuent toujours à percevoir leur... Ben, ça va de soi. Ils doivent attendre la remise et reprise avec les nouveaux animateurs et qui ne viennent pas. Et ils ne viennent pas parce que les confessions religieuses, cette plateforme n'arrive pas à s'entendre. Mais moi, j'ai suivi le chef de l'État, le président de la République, à la Conseil des ministres du 3 juillet. Il s'est prononcé. Il a souhaité que la désignation des animateurs de la CENI se fasse de façon consensuelle. Il s'est prononcé. Il a déjà donné son avis comme garant de la nation. Mais maintenant, il en vient à la responsabilité des pères de l'Église. Mais quand il y a conflit, quand il y a blocage, je crois qu'il faut une médiation. Et là, je reviens à l'abbé Malou, paix à son âme, qui était un visionnaire. Il avait mis en place la CIME, qui est la commission d'intégrité et de médiation électorale. Donc, en cas de blocage comme nous le vivons, normalement, c'est la CIME qui doit faire la médiation. Mais déjà, la CIME, on voit la CIME et du côté des 6 confessions religieuses, c'est déjà biaisé là. Parce que les 6 confessions religieuses se réunissent au niveau du siège de la CIME. Non, c'est le cadre idéal où ils devaient se réunir. Malheureusement, les catholiques et les protestants se sont retirés de la CIME. La CIME, l'abbé Malmal s'est inspiré de la CIME au Ghana. Et là-bas, la CIME joue un grand rôle dans la médiation et la résolution des conflits. Il s'était inspiré de ces modèles. Et sur le plan démocratique,
Le Ghana, c'est un des modèles en Afrique. Donc, mais pourquoi chez nous, ça capote toujours? La CENCO et les CC seraient encore au niveau de la CIME. Je crois qu'à ce niveau, la médiation devait se jouer. Bon, si au niveau de la CIME, ça ne marche pas, les autres composantes de la société civile peuvent jouer cette médiation. Mais moi, je reviens pour dire que il faut absolument qu'il y ait un consensus dans la désignation. Parce qu'il y aura beaucoup d'avantages. OK? Quand il y a un consensus, le bureau qui va sortir d'un consensus et non d'un vote, OK? Parce qu'avec les votes, il y aura des gens qui seront dessus, mais s'il y a un consensus, ce bureau sera fort. Vous savez, en matière électorale, la perception vaut réalité. C'est très important. Comment ce bureau sera perçu dans l'opinion? Puisque là, il y a crise de confiance. Vous savez, avec tout ce qu'on a connu dans notre pays, aujourd'hui, on dit CENI, beaucoup de gens n'y croient plus. Donc, la priorité serait de travailler à la récrédibilisation. Et cette crédibilisation, le premier pas, il faut qu'il y ait un consensus dans la désignation des animateurs. Il faut que ces nouveaux animateurs bénéficient d'un capital confiance dès le départ pour amorcer, parce que là, je te le dis, donc jusque-là, nous n'avons pas encore commencé la phase pré-électorale. Nous sommes toujours dans la phase post-électorale. Donc tout ça, ça aura une incidence sur 2023. Tout à fait, tout à fait. Et là, il faudrait être correct pour établir les responsabilités. Et quand vous voyez, quand je suis le président de l'Assemblée nationale, il fait en sorte vraiment que lui ne porte pas cette responsabilité. Okay. Il y a eu un calendrier. Hein? Donc, il a donné les timings nécessaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de ce consentement, peut-être de l'Église catholique et de l'ECC, comme ça a été en 2006-2011? Vous aviez dit, en tant qu'expert électoral, qu'on n'a jamais eu un consensus, surtout de deux confessions religieuses. Allez vite pour gagner un peu en temps aussi. Ou bien vous voulez quand même que les élections se fassent autrement cette fois-ci? Non, l'idéal serait le consensus. Quand il y a un consensus, il y a un capital de confiance, il y a un capital crédit, il y a une mise en confiance pour bien démarrer la machine électorale. Parce que là, le processus est grippé. Voilà, et c'est grippé. Alors aujourd'hui, il y a des noms qui fâchent, et certainement. On a demandé à ce qu'on fasse tabula rasa, qu'on prenne d'autres candidatures. Aujourd'hui, vous serez prêt à ce qu'on refasse les processus? Bon, moi, je souhaiterais que les acteurs, les 8 confessions religieuses, reviennent sur la table de négociation et qu'ils continuent le travail. Vous pouvez aussi postuler. On vous voit, vous êtes expert, on vous sent. Pourquoi ne pas aussi oser? Bon, là, justement, il y a des frustrations. Ça, je te les concède. Au niveau de la CENI, parce que si on doit parler des experts électoraux en RDC, c'est la CENI qui a des experts. Okay. Parce que pour parler de l'expertise, la fois passée, je fais une émission avec toi pour l'Ordre national des experts électoraux. Cet ordre a l'avantage de connaître qui est qui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'auto-proclame expert. Mais l'expertise électorale, c'est quoi? Il faut avoir organisé des élections. On s'improvise, n'est pas expert curieux. Il faut avoir étudié les élections. Il y a des gens qui ont fait des études, des masters, des doctorats, tout à fait. Et il y a des gens qui ont observé, il y a des gens qui ont appuyé. Vous n'avez pas déposé votre candidature? De tous les experts de la CENI qui ont déposé leur candidature, bizarrement, on ne retrouve aucun nom, hein, même en quart de finale. C'est quand même un peu paradoxal. Donc là n'est pas, pas le problème. Quelle que soit la personne qui sera désignée, et ça c'est très important. Et les autres là, les Cyril Botoko, si la Gadima, ce ne sont pas des experts? Chacun à son niveau. Moi j'ai donné les critériums pour être expert. Il faut avoir organisé les élections, il faut avoir étudié les élections et il faut avoir observé les élections. Si l'un ou l'autre se retrouve dans ces critériums, et il n'y a pas que les critères experts et d'expertise électorale, il faut une personnalité indépendante, il faut une personnalité neutre, il faut une personnalité qui bénéficie d'une présomption de neutralité pour commencer ou remettre le processus. Et aussi, il faut que vous soyez adoubé par une confession religieuse. Hein? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ça bloque aussi ça. Mais là n'est pas la question. Quel que soit le problème, la personne qui sera désignée pour animer la nouvelle CENI, la priorité
c'est le social du personnel. Ça, les gens ne le disent pas. Même quand le président Danda a déposé le rapport à la CENI, il a parlé des arriérés des salaires. À ce jour, je t'informe que depuis janvier 2020, les personnels de la CENI touchent 40% de son salaire. Et personne n'en parle. Et si nous devons parler des acquis des 3 cycles électoraux, c'est que le pays aujourd'hui dispose d'une des meilleures expertises en Afrique. David, je te l'ai dit. En Afrique, si on doit citer 2-3 pays qui sont dans les top 10 en matière d'expertise électorale, il faut compter la RDC. Mais avec cette clochardisation du personnel, nous risquons de rater cet atout. Parce que quand le nouveau bureau vient, quand la nouvelle plénière arrive, c'est ces personnels, le cadre et agent de la CENI, qui vont faire l'imprégnation. C'est-à-dire qu'ils vont former les nouveaux animateurs des organes décisionnels. Voilà. Donc c'est très important, quelle que soit la personne qui sera désignée, il faut crédibiliser la CENI. Il faut qu'il y ait un capital confiance sur la personne pour amorcer la machine électorale. Merci beaucoup Fofana Mpoy, expert électoral de votre passage. Cette fois-ci, nous allons recevoir une politique pour parler de la désignation. Est-ce que c'est 2023 qui va encore poser le problème des glissements?